Bonjour à tous, donc dans cette deuxième vidéo autour de Room, la librairie qui permet d'utiliser la base de données sur Android SQLite de manière plus simple, on va revenir sur quelques outils en fait qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe en dessous, à l'intérieur de Room, comment le code fonctionne, qu'est-ce qui a été généré au niveau de la base de données, donc savoir finalement plus ce qui se passe au niveau de la base de données en dessous. Donc les premières choses qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va se mettre dans une situation où on est capable de voir le schéma qui a été généré. Donc dans l'application qu'on a pris, on a rajouté ce bloc de code ici, Java Compile Options, au niveau de la config par défaut dans le build.gradle du module. Donc à partir du moment où on rajoute cette ligne, en fait ces lignes, ce qui se passe, c'est quand on va démarrer notre application, au moment de la compilation, il va sauvegarder le schéma de base de données, donc en fait l'information au niveau de la base de données relationnelle qu'il a utilisée pour notre application. Donc l'application démarre comme d'habitude. L'endroit où on va trouver le schéma, en fait, c'est dans notre application. Donc si vous l'ouvrez dans votre explorateur de fichiers, donc ici. Donc si on va en fait dans le répertoire qui correspond au projet, dans le répertoire app, qui est donc le répertoire du projet, on va trouver un répertoire schéma qui va contenir le schéma de ma BD dans un package qui contient mon nom. Donc ici, oups, alors là pourquoi il n'a pas été créé? On va supprimer ça puis on va redémarrer notre application. Ok, oui, d'accord. On va juste faire un clean parce qu'en fait, il n'a pas recompilé l'application. Donc là, il faut qu'il la recompile pour générer le schéma. Donc on est ici dans le répertoire app. Et en fait, pour chaque version de notre base de données, donc on se souvient ici qu'au niveau de ma BD, j'avais indiqué un numéro de version. Pour chaque version de mon schéma de base de données, dès que je vais faire un changement, je vais récupérer un fichier de schéma ici. Alors c'est un fichier JSON, donc vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte. Et dedans, on va trouver l'ensemble des informations qui ont été utilisées et qui ont été envoyées à SQL. Donc si on ouvre notre fichier, ici, voilà, donc c'est un fichier JSON qui va contenir l'ensemble des données. Donc par exemple, on nous dit quelle est la version, quelles sont les différentes entités. Donc là, pour l'instant, on n'en a qu'une. Le nom de la table, le SQL qui a été utilisé pour sa création, l'intégralité des champs, et la query qui a été utilisée pour la créer dans SQLite. Donc cette information-là, elle nous permet de comprendre, quand on est un spécialiste de base de données, ce qui a été fait effectivement au niveau de la base de données à partir du code qu'on a fourni dans Room. Donc on peut ouvrir ça pour comprendre ce qui se passe si on a un problème, par exemple, au niveau du schéma de base de données, qu'on ne comprend pas comment il a été créé. Alors en particulier, on se souvient que dans notre fichier, on avait des dates, donc on avait dit qu'on avait une date de sortie. Si on regarde ici date de sortie, ben, en fait, il a été représenté comme un champ de type integer dans la base de données. Donc c'est un nombre entier qui a été stocké en BD, ce qui est cohérent avec notre converteur. Si on se souvient bien ici, on convertissait notre date en longue. Alors la deuxième chose qu'on va faire, c'est essayer de se mettre dans la situation où on peut regarder le code qui a été généré par Room. Alors si vous explorez le code dans votre application, vous avez le code Java ici, qui est le code qui est fourni par le programmeur, et vous avez aussi une partie ici qui est du Java généré. Alors dans les org.deg, vous allez trouver, alors vous en avez plusieurs. Le R, c'est celui qui correspond au fichier de ressources de l'application, donc ça c'est pas celui qui nous intéresse. Vous avez aussi une build config, qui encore une fois n'est pas quelque chose qui correspond à Room, mais par contre, si vous cherchez bien, vous allez trouver des fichiers qui finissent par underscore impl, qui sont en fait les implémentations des classes abstraites qui ont été fournies ici. Donc là on avait une interface, pas une classe abstraite mais une interface, et ici une classe abstraite. Donc ce qui se passe en fait, c'est que nous on écrit ça, et puis Room génère ça. Donc ça c'est l'intégralité du code qui a été utilisé par Room pour effectuer ce qu'on lui a demandé. Donc vous pouvez voir littéralement ce qui a été fait. Vous pouvez voir littéralement ce qu'il a écrit, la SQL.
quelle classe il a utilisé, comment il a créé l'objet et comment il l'a rajouté dans la base de données euh, à cet endroit-là. Donc si on veut essayer de comprendre ce qui se passe, on peut aussi regarder le code généré, ce qui est un premier outil. Donc on a vu comment récupérer le schéma, on a vu comment regarder le code pour... donc le schéma, c'est ce qui correspond grosso modo à la traduction de nos classes de modèles. On a vu le code ici qui correspond à la traduction par room des instructions qu'on lui a données au niveau de nos classes abstraites ou de nos interfaces. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de se mettre dans la situation où on peut exécuter des tests unitaires. Alors, pourquoi les tests unitaires? Simplement parce que c'est beaucoup plus rapide en général que de partir l'application, appuyer sur un bouton et faire ce genre de choses-là. Aussi parce que ça va, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus rapide à écrire. Donc on va essayer de se mettre dans la situation où on peut écrire des tests unitaires. Et on va se rendre compte qu'en fait, on a un peu cassé le projet. Dans la première phase, on avait supprimé un certain nombre de dépendances en bas. Là, on va s'assurer de plusieurs choses. Alors la première chose, on va s'assurer qu'on a un test instrumentation runner qui est avec ce nom de classe là. Et puis, on va aussi s'assurer qu'au niveau des classes de test ici, on a JUnit, JUnit 4.12, mais on a aussi le core et le runner dans androidx.txt test à la même classe. Alors, on les met dans Android Test Implémentation. Donc là, on va expliquer la différence entre ces trois packages. Le premier package ici, c'est l'application, donc c'est ce qui va être livré à l'utilisateur. Le deuxième package, c'est des tests, mais c'est des tests qui vont s'exécuter sur le périphérique Android. Le troisième package, c'est des tests qui vont s'exécuter sur votre machine de développement. Alors c'est relativement rare qu'on utilise ces tests-là, parce que ce qu'on veut, c'est se mettre dans la situation où on est sur le périphérique pour vérifier que ça fonctionne sur un périphérique Android, pas sur notre machine de développement. Donc la plupart de vos tests, vous les écrivez ici. Ça se peut qu'il y ait des cas qui justifient d'utiliser org.test, mais la plupart du temps, ça va être ici. Alors on va renommer notre classe ici, parce qu'en fait ce qu'on veut, c'est faire des tests en particulier sur notre BD. On va écrire test ma BD. Et puis on va en fait voir que au niveau des tests, si vous tapez quelque chose comme room unit test, bah, on vous donne un certain nombre de conseils chez Android, en particulier pardon, un exemple de test ici, où par exemple on va essayer d'aller regarder si nos objets se sont créés. Donc on va prendre notre classe de test qui est test.mabd ici, et puis on va essayer de l'adapter. Alors on va supprimer les vieilles annotations qui ne fonctionnent plus. Alors, le code d'Android est relativement complexe, selon moi. On va essayer de faire des tests qui sont tous plus simples que ça, c'est-à-dire avec tout le test qui est dans le même code. Donc, quand on va vouloir écrire un test, en fait, on va commencer par récupérer une instance de la base de données, et puis à la fin, on va la fermer. On va supprimer les champs pour que ça soit plus autocontenu, et supprimer l'exception ici. Donc, première chose qu'on va faire, on va créer notre base de données. Alors, pour créer notre base de données, on va utiliser à peu près le même code qu'on avait utilisé dans l'application. Alors, la seule petite différence ici, c'est qu'on avait besoin d'un contexte, et dans le cadre d'un test, on va utiliser le contexte qui nous est fourni par le Application Provider. On n'a pas d'activité, on n'a pas d'application qui est en train de s'exécuter, mais ça nous prend quand même un contexte pour avoir la base de données. Ici, on a deux choix. Alors, on peut avoir une ligne qui ressemble à ça, ou une ligne qui ressemble plutôt à Database Builder. Alors, il y a une différence entre les deux. La première ligne fait une base de données qui va s'exécuter en mémoire vive. Donc, elle ne va pas être persistée sur un fichier. Donc, ce que ça fait, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va faire ça, on va avoir une nouvelle base de données en mémoire vive qui est vide. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question dans quel état elle est avant que je commence mon test. La deuxième option fait une base de données qui, elle, va se sauvegarder dans un fichier. Donc là, par exemple, le fichier Poppy. Donc on pourrait plutôt l'appeler test pour s'assurer que c'est bien la base de données de test. Alors on va voir que les deux options peuvent avoir du sens dans différentes configurations, mais on va pour l'instant prendre la première, puisque c'est celle qui est la plus couramment utilisée, faire une base de données en mémoire.
Une fois qu'on a fait ça, à la fin, il faut juste s'assurer qu'on ferme notre base de données. Et au milieu, on va écrire des tests. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un test? En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre la base de données dans un certain état, et on s'assure qu'elle est bien dans cet état-là. Donc, ce qu'on va faire, nous, dans notre cas ici, c'est qu'on va essayer de créer une dizaine d'albums, et s'assurer que dans la base de données, il y en a 10. Vraiment un test de base. Donc ici, on va créer des démos albums. On va donner à ces albums un artiste qui est Joris, une date de sortie qui est aujourd'hui, et un titre qui est album plus. Donc là maintenant, comme on a une BD, on va pouvoir écrire bd.dao.crealbum de notre album. Au final, ici on va essayer de récupérer la liste de tous les albums, des démos albums, pardon. bd.dao.tous les albums. Et on va s'assurer qu'il y en a bien 10 en allant chercher la longueur de album, enfin la taille de album. Donc à partir de ce moment-là, on a un test unitaire. Quand on va demander à Android Studio de l'exécuter, il va nous demander sur quel périphérique Android. Donc encore une fois, ça c'est la différence entre test Android et test. Test Android s'exécute sur un périphérique Android. Alors là, le test a passé. Donc ça veut dire qu'on avait bien 10 albums dans notre album. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir 2 fois le même. Alors, on va l'appeler test beaucoup. Test peu. Donc cette fois-ci, au lieu d'en mettre 10, on va en mettre 100 par exemple. Et on va essayer d'exécuter les deux. Alors quand vous cliquez sur ce bouton-là, ça vous montre tous les tests qui ont, même s'ils ont réussi, ça vous montre le détail de chacun des tests. Donc là, déjà en passant, on voit que test peu prend 88 millisecondes, donc il est quand même relativement plus rapide que test beaucoup qui en prend 549. On voit aussi que les deux tests sont indépendants, parce que si on avait fait test peu, dans test peu on crée 10 albums, dans test beaucoup on en crée 100. Donc normalement à la fin de l'exécution des deux, on devrait en avoir 110. Mais comme on a créé une instance de la base de données à chaque fois, on repart d'une base de données vide à chaque fois. Donc il n'y a vraiment aucune dépendance entre chacun des deux tests. Chaque test est auto-inclus. Donc ça c'est quand tout se passe bien. Évidemment, un test, ça peut aussi être faux, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une erreur dedans. Donc s'il y a une erreur dedans, un des gros intérêts, c'est de pouvoir placer un breakpoint. Donc imaginons par exemple ici qu'on passe un breakpoint là-dedans, et qu'on regarde ce qui se passe en exécutant notre test, mais cette fois-ci en mode debug. Donc on va débugger test peu sur notre périphérique. Donc on voit ici qu'on est sur l'album test peu, et on pourrait vouloir regarder ce qui se passe quand on crée l'album par exemple, donc essayer de rentrer à l'intérieur. On peut aussi faire autre chose, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment de l'exécution de ceci, on peut juste essayer de demander à évaluer une expression. Donc evaluate expression, ça va nous permettre d'exécuter du code tel que la mémoire est à ce moment-là. Alors évidemment, il faut faire attention, il faut essayer d'exécuter du code qui ne modifie pas l'état. Mais si jamais vous faites par exemple tous les albums, et que vous lui demandez d'évaluer, il va pouvoir vous dire qu'à ce moment-là, le résultat, c'est aucun album. Donc on va fermer ça, on va continuer l'exécution. Maintenant, on arrive à album 1,
Donc maintenant, normalement, l'album 0 devrait avoir été créé. Et si on refait Evaluate Expression ici, en demandant de voir tous les albums, en allant à la base de données, on se rend compte qu'en fait, l'album 0 a déjà été créé. Donc le breakpoint, ça va nous permettre d'arrêter l'exécution, mais aussi, en plein milieu de l'exécution, d'aller effectuer des requêtes à la base de données pour regarder ce qu'elle nous répondrait à ce moment-là. On va aussi voir qu'on pourrait descendre dans Créer album. Donc on voit ici que quand on descend dans Créer album, on rentre dans ma BD imp, qui était la classe qui a été générée au niveau de notre code ici. Donc on va pouvoir, si jamais on avait besoin d'aller regarder dans les détails, regarder littéralement ce qui se passe au niveau de DAO. Donc là on va ressortir de DAO parce que c'est pas littéralement cette méthode-là qu'on veut regarder, mais créer album. Et on peut rentrer dans créer album et on se rend compte qu'en fait, ce qui se passe au niveau de la base de données, c'est qu'il commence une transaction, fait une insertion avec retour d'identifiant, marque la transaction comme correcte et finalement finit la transaction. Donc on peut voir littéralement le code qui s'exécute en termes de base de données à l'intérieur de notre méthode qui correspond à créer album. Donc on est capable de voir le schéma de base de données, on est capable de voir le code qui est généré, on est capable de faire un test unitaire et de mettre des points d'arrêt pour pouvoir regarder ce qui se passe à ce moment-là. La dernière chose qui nous manque, pour finalement débugger tout le processus au niveau de la base de données, c'est de regarder la base de données à la fin de l'exécution. Alors ça, c'est un des problèmes de In-Memory Database Builder, c'est que si vous exécutez ça, à la fin de l'exécution, la base de données est supprimée parce qu'elle était juste en mémoire vive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder ce qui se passe quand on enlève ça et qu'on met ça. Donc là, on a une base de données de test qui va être créée. Et on va exécuter le test simplement. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là on a eu test peu qui s'est exécuté et qui est passé. Donc maintenant, si on va dans les fichiers de notre application, donc au niveau de notre org group demo, on va les synchroniser database, et on va voir qu'on a une base de données de test qui a été créée ici. Donc, et on a aussi une base de données de Pipo. Donc ce qu'on va faire, c'est que base de données de Pipo, c'était la base de données de l'application, et test. On va prendre tous ces fichiers. Oups. Et on va les sauvegarder sur notre ordinateur. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller regarder ce qu'il y a dans la base de données, littéralement, pour pouvoir voir finalement quel est le résultat de l'exécution de notre code. Donc on va sauvegarder ça dans un répertoire quelconque. Par exemple ici, dans mes téléchargements. Et on va être capable d'aller regarder le contenu de notre base de données après exécution. Donc pour faire ça, en fait, ça va vous prendre un browser de SQLite. Donc si vous cherchez sur Google, vous allez tomber sans doute sur DB Browser pour SQLite. C'est celui qu'on va utiliser. Donc moi j'ai téléchargé la version pour Mac. Et on va aller regarder ce qui se passe dans notre base de données. Alors la fenêtre est un peu grande. Okay, bon, c'est comme ça. Donc on va aller ouvrir une base de données. En fait, comme une base de données SQLite, c'est essentiellement un fichier, on va pouvoir aller la prendre. Donc on va aller regarder par exemple la base de données de l'application. Donc ça, c'est la base de données qui a été utilisée quand on a démarré l'application. C'était Pipo. Donc là, on voit les différentes tables. En fait, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Et les tables de SQLite en dessous. Et on peut aussi parcourir les données. Donc par exemple, si on regarde les mémo albums, on peut voir les différents objets qu'on avait créés ici. Donc ça, c'était notre base de données initiale. On a aussi notre base de données de test. Donc là, si on se souvient, c'était celle qu'on avait créée à partir des tests. Et on avait bien 10 albums.
Donc en particulier, par exemple, on avait mis un auto-generate sur les ID. On voit ici que les ID commencent à 1. On voit que les dates de sortie sont ici. Alors on voit en fait que c'est le nombre de millisecondes et on voit qu'il y a un léger écart parce qu'elles n'ont pas toutes été créées exactement à la même heure. Par exemple, on pourrait s'en servir pour essayer de calculer à peu près le temps que ça prend pour en créer un. On voit ici qu'entre celui-ci et celui-ci, il s'est passé à peu près 80 millisecondes. Mais ici 8 millisecondes, donc on pourrait essayer d'utiliser ça pour faire des temps moyens. Mais surtout, si jamais on a des bugs ou des champs nuls ou des choses qui ont été oubliées, bah on peut aller faire l'inspection de la base de données qui est en dessous euh, avec un logiciel comme ça. Alors ça, à quoi ça sert? Ça sert principalement à un cas classique qui est de vérifier que notre écriture fonctionne. On a vu que nos tests initiaux ici, là, ils se basent sur une écriture et une lecture. Pour être sûr que c'est l'écriture qui marche ou que c'est la lecture. Si quelque chose ne marche pas, pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, il faut aller regarder la base de données. Dernier point, cet élément-là, en fait, l'accès au fichier, vous l'avez principalement quand vous êtes sur un émulateur. Votre téléphone physique ou votre tablette physique ne vous permet pas d'accéder à ces fichiers-là. Donc ça vous prend un émulateur pour pouvoir accéder à ces fichiers-là pour faire votre débugage de base de données.